constitué en 1987 et je vais vous présenter l'Association des journalistes à la Constituante de 1987. Donc je suis connu et j'interviens de temps en temps sur les médias, j'écris dans les journaux et je suis un personnage public. Certainement, vous suivez de près ce qui se passe, ce grand mouvement qui a commencé d'abord sur les réseaux sociaux, le Petro Challenge. Est-ce que vous êtes optimiste quant à un aboutissement? Je crois qu'il va falloir faire quelque chose, parce que le scandale est trop énorme et a touché trop de gens. Et pour l'affaire de Petro-Caribé, il faut considérer les choses simplement. Il y a des projets qui ont été exécutés pour X millions de dollars. L'enveloppe de Petro-Caribé est de 3 ou 4 milliards de dollars. Où est passée la différence? Je prends un exemple à 2000, l'aéroport des Cayes aurait été payé à 80% et il y a moins de 10% du travail fait à l'aéroport des Cayes. Où est passée la différence? Ensuite, la BRH sait où sont passés les fonds, parce que ces fonds n'ont pas été volés en liquide, ils ont été volés sous forme d'écriture comptable. Il y a des gens qui ont des comptes à l'étranger, qui ont fait des investissements avec les outils informatiques et financiers dont on dispose actuellement pour combattre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. On peut très bien retracer la route prise par ces fonds volés. Ensuite, il faut établir une liste de voleurs. Qui a volé quoi? Cette liste n'est pas encore établie. La BRH peut permettre d'établir la liste de voleurs. Quand on aura les voleurs, il faudra les poursuivre et faire le procès de Petro-Caribé. Parce qu'il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il y a des gens qui ont été accusés d'avoir volé des fonds de Petro-Caribé qui ne sont pas impliqués, qui n'ont pas pris $1. Mais il y en a d'autres aussi dont les noms ne sont pas cités, qui sont les grands voleurs de Petro-Caribé. Donc si on avait une commission administrative indépendante d'enquête, comme le général Nanfi l'avait fait pour enquêter sur les vols des Duvalier en 86-87, on pourrait savoir quels sont les principaux voleurs de Petro-Caribé, les attraire devant les tribunaux et les faire rendre gorge. Parce que Pépa, il ne sait pas plaquer dans le bio. Vous avez certainement participé à l'élaboration de la Constitution de 1987. Alors, avant justement d'avoir votre point de vue, est-ce que le docteur Georges Michel a été consulté? Jamais. Je n'ai jamais vu ces messieurs, ils ne m'ont jamais posé de questions. Donc, ils ont fait leur affaire tout seuls parce qu'ils savent que je suis contre les mauvaises choses. Okay. Et il y a beaucoup de mauvaises choses dans ce qu'ils font. C'est l'effort dans le mal. Et je crois qu'avant de continuer, il faut situer le député Tardieu pour vous et pour les auditeurs et téléspectateurs. Le député Tardieu était membre d'une commission nommée par le président René Préval en 2009 et à sa tête l'historien Claude Moïse pour amender la Constitution. Mais les amendements de Préval allaient dans le sens du renforcement du pouvoir personnel du président de la République et dans la diminution des libertés publiques. On le sait. Et Préval a dû batailler avec les parlementaires pour faire passer une partie de ses volontés, ce qui a débouché sur la fraude Préval-Martelly de 2011-2012. Tardieu a toujours dit qu'il était candidat à la présidence et qu'il allait procéder par étapes, c'est-à-dire commencer par se faire élire député, ce qu'il a fait, ensuite essayer de devenir sénateur de l'Ouest, jusqu'à finalement devenir président de la République. Donc, étant membre de la commission de Préval, Claude Moïse de 2009, étant membre du parti du président Préval Vérité, je ne sais pas si on devrait dire le parti menti, ça c'est une autre affaire, et il poursuit un but. Le but qu'il n'a pas pu réaliser entre 2009 et 2012, il profite de sa position comme député pour essayer de le réaliser. Est-ce que son coup va passer? Ça, je ne sais pas. Mais moi, je suis radicalement opposé à ce projet d'amendement. Nous avons déjà une constitution qui a été fraudée et au lieu de réfléchir sur les moyens de sortir de la fraude, ce que Tardieu n'a jamais fait, il veut mettre des abcès sur les clous, pour ne pas dire
en bon créole, clos sous ma clou. Donc, je ne peux pas le suivre dans cette voie. Ok, mais alors je voudrais quand même bien comprendre, docteur Georges Michel, vous n'avez pas été consulté, vous n'avez pas de contact avec vos anciens collègues. Est-ce que il y a d'autres collègues qui ont été consultés? Il y a 2 collègues qui sont dans la commission. Je pense que ces collègues ont été noyés par Tardieu. Il s'agit du député Jacques Saint-Louis et du député Guy Latortue, qui sont minoritaires dans la commission, donc on a dû leur faire avaler une pilule amère. Je pense que c'est ce qui a dû arriver. Mais ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour bloquer les visées de Tardieu. Ils étaient peut-être présents pour donner un peu plus de crédibilité à la commission Tardieu, mais pas assez fort pour empêcher un certain nombre de ces choses que Tardieu propose. Dans ces 30 points, il y a notamment une proposition justement pour qu'on aille vers un changement de régime. Je me rappelle que l'ancien sénateur Steven Benoît en parlait, il disait toujours juste que, selon lui, on devrait aller dans cette direction parce qu'apparemment, l'argument c'est que avec ce régime que nous avons actuellement, eh bien, il y a toujours beaucoup de marchandage en général. On voit ce qui se passe quand il y a un Premier ministre qui est nommé, avant qu'il fasse son énoncé de politique générale, il y a toujours cette histoire de marchandage avec les 2 chambres. Du moins, ça c'est l'un des arguments. La politique moderne est une affaire de marchandage. La politique est le marchandage. Et on est obligé de marchander, de négocier. C'est une pédagogie pour nous donner une culture démocratique. Le régime présidentiel fonctionne bien aux États-Unis parce que les États-Unis ont une culture démocratique qui leur vient de l'Angleterre, et cette culture démocratique existe en Angleterre depuis avant 1066, depuis avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc ce n'est pas une chose qui date de hier matin. Mais ici, nous avons une façon prédatrice et jusqu'au boutiste de faire de la politique. On a demandé à la Constitution de 1987 de faire 2 travaux. D'abord, garantir la liberté publique, et deuxièmement, empêcher le retour du pouvoir personnel. Ces 2 objectifs ont été atteints. Et un 3e objectif que la Constitution a atteint, on ne lui a pas demandé cela, mais cet objectif a été atteint, et c'est une conséquence heureuse. La Constitution de 1987 a débarrassé Haïti de la maladie de changer de constitution et de manger des constitutions comme elle le faisait depuis 1918, depuis la première occupation. Parce que nous avons mangé les constitutions au XIXe siècle, mais à partir de 1889, on ne touchait plus à la Constitution. On était d'accord sur l'ensemble de la Constitution, et il a fallu la première occupation pour que nous entrions encore dans cette fringale de manger des constitutions. Donc, avec le projet Tardieu, on s'achemine droit vers ça, parce qu'il veut toucher aux principes qui régissent la révision constitutionnelle et retourner à ce qui se faisait sous Duvalier ou sous Vincent ou sous Lescaut, la possibilité de changer la Constitution à volonté, parfois en 3 jours, comme en 1971, quand Duvalier a changé la Constitution pour permettre à Jean-Claude de succéder à François Duvalier, âgé de 18 ans, ou bien quand le président Vincent a fait un coup de force et a fait un autogolpé et a installé une dictature personnelle en 1935 en révoquant un sénateur. Ce sont des choses atroces que nous avons vécues et ce n'est pas nécessaire de retourner là-dedans. Il prévoit un référendum constitutionnel, donc aucun dirigeant haïtien, aucun homme politique haïtien n'est prêt, qui serait au pouvoir, n'est prêt à perdre un référendum. Nous allons avoir des référendums africains, 99% des voix, comme Paul Kagame, ou bien comme Roger Lafontaine, la présidence à vie n'est pas négociable, référendum du 22 juillet 1985, 99,98%. Donc, Tardieu laisse la porte ouverte à n'importe quel régime du futur de changer la Constitution comme il voudra et d'installer une dictature. C'est la même entreprise que le président turc Tayyip Erdogan a fait en Turquie en renforçant le pouvoir personnel. Personne ne peut dire comment l'aventure d'Erdogan va se terminer. C'est dans ça que Tardieu veut nous conduire. Et Tardieu aussi veut réduire le Parlement à sa simple expression. Parce que le Parlement a un pouvoir de contrôle
et d'action sur le gouvernement. Avec le nouveau régime présidentiel, le Parlement va perdre cela. Il y a aussi un autre problème, d'après ce que j'ai lu, le Sénat de la République devra s'incliner devant la Chambre des députés. En cas de conflit entre le Sénat et la Chambre sur un texte de loi, c'est le point de vue de la Chambre qui l'emporte et les sénateurs ne servent à rien. L'une des caractéristiques du régime politique haïtien, c'est un bicaméralisme égalitaire. Ils sont allés chercher cette disposition dans la Constitution française de 1958 parce que le général de Gaulle n'aimait pas les sénateurs. Donc le Sénat français est amoindri par rapport à la Chambre des députés qu'on appelle l'Assemblée nationale en France. Donc c'est ça qu'ils ont copié et je ne pense pas que cela sera du goût des sénateurs haïtiens parce que depuis les temps immémoriaux de notre histoire, le Sénat de la République a été toujours un contrepoids à la présidence de la République, aux visées hégémoniques de la présidence de la République. Le Sénat s'est opposé à Sténio Vincent, le Sénat s'est opposé à Dimanche Estimé quand Estimé a voulu faire un coup de force contre la Constitution en 1950 pour se faire réélire. Le Sénat en 1959 s'est courageusement opposé aux visées dictatoriales de François Duvalier avec les 6 sénateurs, Jean David, Jean Bélisaire, Luc Stéphane, Thomas Désulmé, Jules Larieux et Yvan Emmanuel Moreau, lequel restera en Haïti et paiera de sa vie son indépendance et ses convictions démocratiques. Parce que ces 6 sénateurs que j'ai nommés ont été chassés du Sénat par Duvalier. Duvalier est l'élève de Sténio Vincent et d'Adolphe Hitler. Donc Tardieu est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour installer rapidement une dictature en Haïti. Et il ne faut pas laisser passer ce projet du tout parce que sinon ça va nous coûter très cher. Tardieu remet en cause toutes les conquêtes de 1986, en particulier le système semi-présidentiel que nous avons avec un Premier ministre. Quelle est l'utilité du Premier ministre? Je vous signale que le président Recep Tayyip Erdogan a supprimé le Premier ministre en Turquie. Il est à la fois président et Premier ministre. C'est le seul maître à bord. À quoi sert le Premier ministre dans notre système? Le Premier ministre sert de fusible pour protéger le président de la République. Le roi ne peut pas le faire. C'est le Premier ministre qui a permis à tous les présidents haïtiens, Michel Martelly, René Préval et Jovenel Moïse, de faire leur mandat. Parce que s'il n'y avait pas de Premier ministre à sacrifier, que ce soit Jacques-Édouard Alexis, Laurent Lamotte ou Jacques Villafontaine, on aurait demandé le départ du président René Préval, du président Michel Martelly et du président Jovenel Moïse. Si, en décembre 2014, Michel Martelly n'avait pas Laurent Lamotte à sacrifier pour le remplacer par Evans Paul, il aurait perdu le pouvoir. Donc le Premier ministre permet aussi l'ouverture politique à n'importe quel moment du mandat présidentiel. Nous avons eu le cas de la présidence de Jovenel Moïse. Il y a 1 an et demi qui s'est passé avec un Premier ministre, Jacques Villafontaine, qui était un proche de Jovenel Moïse. Maintenant, Jovenel a dû faire une ouverture sur Jean-Henri Séan, qui n'est pas membre de son parti politique. Okay. Enfin, le Premier ministre est sujet à un vote de censure du Parlement. Le Parlement peut faire tomber le gouvernement légalement, sans violence, par une motion de censure. Cette motion de censure est régie, réglementée par la Constitution. Nous allons perdre tout ça, nous allons avoir une présidence autocratique. Le vice-président qu'on nous propose est une coquille vide, parce qu'il y a plus d'une 60aine de pays qui ont des vice-présidents, ils ne font absolument rien, ou presque rien. Le vice-président dominicain n'a aucun pouvoir. Le vice-président américain n'a pratiquement aucun pouvoir. Il n'est là que pour conseiller le président. Et le président n'est pas tenu par les avis du vice-président. Le vice-président peut exercer une influence, mais si le président n'en veut pas, il ne va pas bien loin. Par exemple, le président Roosevelt s'était fâché avec son vice-président John Nance Garner et il l'a débarqué aux élections de 1940. Et le président Jefferson s'était battu
avec son vice-président Aaron Burr au point de le débarquer aux élections de 1804. Donc on a les cas du président et du vice-président qui ne s'entendent pas. Mais nous avons les cas du président et du vice-président qui s'entendent trop bien. En pareil cas, si après les événements des 6-7 juillet, on avait demandé le départ de Jovenel Moïse, il serait parti avec son vice-président. Donc le vice-président n'aurait pas pu continuer le régime. Si en 2004, quand on a renversé le président Jean-Bertrand Aristide, il avait un vice-président, son vice-président serait également parti avec lui. Et ma défunte mère, Paulette Poujol-Oriol, m'avait dit, j'avais 10 ans comme petit garçon, qu'en étant marié, de ne pas laisser ma femme oisive. Parce que si je laissais ma femme oisive, elle prendrait des amendes nécessairement à cause de son oisiveté. Et en 1986, le ministre François Gérard Noël, homme d'expérience qui était ministre de l'information du CNG, nous avait rencontré nos constituants par hasard dans un restaurant près du Parlement et nous avait dit, écoutez, faites attention au vice-président, messieurs, ne le mettez pas, parce que le vice-président serait le premier conspirateur de la République. Il n'y a rien à faire, il va s'arranger avec les politiciens pour voir comment faire partir le président, comment prendre sa place, ou même comment faire assassiner le président de la République pour devenir président. Et il y a un cas aux États-Unis où on accuse dans des livres qui sont vendus sur Amazon.com le vice-président Lyndon Johnson d'avoir participé à l'assassinat du président Kennedy pour prendre sa place en 1963. Ce sont des choses qui ne sont pas prouvées, mais les accusations demeurent encore jusqu'en 2018. Donc il faut faire très attention de ce côté-là. Et je crois que le vice-président de Tardieu est un écran de fumée, c'est un leurre, parce que ce vice-président n'apporte rien et ne donne rien du tout. Les pouvoirs de ce vice-président ne sont pas définis dans le projet Tardieu, son rôle n'est pas défini, c'est quelque chose qu'on nous offre pour nous faire lâcher la proie pour l'ombre. Et je crois que nous devons nous opposer au retour du pouvoir personnel. Ok, très bien. Alors tout ceci, ce sont vos arguments en béton pour dire justement que là, vous pensez justement que même par rapport à notre culture, on n'est pas prêt pour aller dans cette direction. Il y a un autre aspect, Dr Georges Michel, qui figure justement dans ces 30 propositions, le concept du référendum. Comment est-ce Mon grand-père était employé à la DGI en 1935. Il était allé à Jacmel. Et le président Vincent faisait son référendum pour installer son pouvoir personnel. Il a entendu des électeurs transportés par camion crier « Vive Monsieur Référendum ». Un électeur lui a dit « Monsieur Poujol, c'est la première fois que je vais voter pour un candidat, je ne vais pas photo. Mon petit gens déçu parce que je ne vais pas photo Monsieur Référendum ». Et nous connaissons les référendums de Duvalier, de Vincent et de Roger Lafontaine. Donc, le référendum permettra à n'importe quel pouvoir politique de changer à sa guise des choses essentielles, comme par exemple se faire octroyer des 3e, des 4e mandats à la présidence. Nous allons vers une aventure vers laquelle allègrement nous mène le député Tardieu. Et il y a un petit exemple que je voudrais prendre aussi qui renforce mon inquiétude. Quand Tardieu, Claude Moïse, était à la commission de 2009, il voulait emporter l'article de la Constitution numéro 28 qui garantit le secret professionnel pour les journalistes. Le journaliste n'est pas tenu de révéler ses sources. Dans le projet de Tardieu, cet article disparaît. Il est remplacé par un autre article 28 qui vous dit que la profession de journaliste est réglementée par la loi. Donc, toute loi antidémocratique peut réglementer et persécuter les journalistes. Et nous autres de la corporation de la presse, nous ne sommes pas en faveur de ça du tout. Et Tardieu nous prend vraiment pour des imbéciles. Il n'a aucun respect pour nous quand il écrit ces choses. Et il y a d'autres articles aussi auxquels on peut toucher. On y arrive. Justement, je vois que vous êtes vraiment très radical, hein, docteur Georges Michel, par rapport à ces amendements. Et
il y a un autre point, et est-ce que pour ce point aussi, vous êtes en désaccord, le point qui concerne les collectivités territoriales, il y a une proposition pour qu'on aille justement vers, non pas vers le cartel tel que nous l'avons, mais qu'on aille vers le Depuis les temps immémoriaux, depuis même avant la première occupation, les mairies sont gérées par des conseils de 3 membres. Le travail est immense et 3 personnes sont nécessaires pour abattre le travail. Moi, je suis pour la répartition des tâches, pour le partage du pouvoir. Voilà que le député Tardieu nous propose un maire unique. On parle de lutte entre les maires principaux et les maires adjoints. Les maires adjoints dépendent du maire principal. C'est le maire principal qui est le chef et c'est son mot qui prévaut. S'il est en conflit avec l'un de ses adjoints, il peut aller au ministère de l'Intérieur et demander qu'on destitue cet adjoint, qu'on le remplace par un adjoint administratif, un agent municipal nommé par le ministère de l'Intérieur pour gérer la commune jusqu'aux prochaines élections. S'il n'y a pas de loi qui prévoit ça, on peut prévoir ça. Mais de là à passer d'un cartel de 3 membres, un maire et 2 maires adjoints, à un maire unique, s'installer le pouvoir personnel dans la commune. Il y a déjà beaucoup de travail pour 3 personnes. Vous voulez faire ce même travail par une seule personne, le travail sera mal fait. Parce que justement, l'argument du Dr Georges Michel, c'est que on voit ce qui se passe, et naturellement, c'est pas au niveau de toutes les mairies, mais en général, il y a toujours des dissensions, et c'est l'argument, justement. Donc, ce maire unique fera ce qu'il voudra, sans avoir de compte à rendre à personne, sinon à Dieu. Rien ne tempérera son pouvoir au niveau du gouvernement de la commune. Si c'est ça qu'ils veulent, c'est très bien. Pouvoir personnel à l'échelon le plus bas de l'État, pouvoir personnel à l'échelon le plus haut de l'État, ou le pouvoir exécutif. Le député Tardieu et sa commission veulent livrer le peuple haïtien pieds et poings liés au pouvoir exécutif, aux caprices du pouvoir exécutif, et ils menacent sérieusement tous les acquis de la révolution de 1986. Et la Constitution de 87, malgré la fraude Préval-Martelly, malgré toutes ses faiblesses, est la Constitution qui a duré le plus longtemps en Haïti depuis 1904. 31 ans, personne n'a battu ce record. Et c'est une Constitution qui est partie pour durer. Mais Tardieu le comprend, c'est pour ça qu'il veut, sous les couverts de la mander, l'écraser, la battre, la fragiliser et remplacer ce système qui organise un certain partage du pouvoir par un système quasi totalitaire. L'article 108 donne le droit aux chambres de valider le pouvoir de leurs membres. Est-ce que sur ce point-là aussi... Absolument, c'est le dernier rempart. Si vous avez une élection frauduleuse, comme je vous disais, pour le cas des élections sénatoriales du 6 avril 1997, le Sénat peut dire « Je ne reçois pas des sénateurs qui sont visiblement mal élus, qui ont été nommés, dont la liste a été préparée au Palais national. » Je dois vous dire que le président Préval était expert dans les élections frauduleuses. Il disait qu'il ne savait pas faire des élections, il savait les gagner. Donc, on ne peut pas enlever cette garantie de l'article 108. Comme on ne peut pas toucher à l'article 28 qui protège les journalistes. Comme on ne peut pas vassaliser le Sénat de la République face à la Chambre des députés. Comme on ne peut pas donner au président de la République le droit et le pouvoir de tout faire. Comme on ne peut pas donner à un pouvoir politique futur le droit de changer chaque semaine la Constitution à sa guise. C'est pas possible. Okay. Et il a, à un certain niveau, dans son intervention, le député Tardieu avait parlé de secouer le système. Et bon, on en parle beaucoup. C'est en général, on dit justement que là, il y a beaucoup de choses qu'on doit remettre en question. Et vous pensez effectivement que là, que c'est effectivement... c'est dans cette... le mot est malheureux. Ce pays n'a pas besoin de secousse. Comme disait le président Maniga, ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de justice, ce pays a besoin de travail. Non, alors, on n'est pas en secouant un système oui. qu'on va obtenir quelque chose. Alors vous croyez que si vous voulez arranger un moteur qui ne travaille pas, vous n'avez qu'à le secouer?
Okay. C'est prendre des gens pour des imbéciles. Et ce mot traduit sa pensée. Alors, je pense est-ce qu'il a peut-être voulu dire surtout que là, il y a beaucoup de choses qu'on va remettre en question. Et c'est peut-être dans cette direction, justement, je suppose. Pourquoi il n'a pas dit comme ça? C'est un mot malheureux. Le président Macron parlait la semaine dernière de Gaulois réfractaires au changement. Nous ne disons pas nos ancêtres les Gaulois. Les Gaulois ne sont pas nos ancêtres biologiques, mais ce sont nos ancêtres culturels. Le peuple haïtien est un peuple de routiniers. Quand il s'accommode d'une routine, il est très difficile de l'enlever de cette routine. Vous n'avez gagné une bataille en Haïti que quand vous êtes parvenu à remplacer une routine existante par une autre routine. Quand la deuxième routine a pris, vous avez gagné la bataille. Mais ceci demande un peu de temps, du doigté. On ne force pas la main au peuple haïtien. Je crois que le député Tardieu nous emmène dans une aventure. Okay. Moi, je me mets en face de son projet. Je ne sais pas si je vais réussir, parce qu'en 2011-2012, j'ai pris la tête du mouvement pour empêcher que la fraude prévale Martelly d'aboutir. Le président Martelly, en mai 2011, nous avait enlevé de la fraude et était revenu dans la légalité constitutionnelle. Mais par l'une de ses volte-face, dont seul il a le secret, 15 jours après, il a pris la tête de la fraude jusqu'à nous faire avaler, nous imposer ces amendements frauduleux à la fin de l'année 2011 et amendements qu'il finira par publier malgré la lutte des secteurs légalistes le 19 juin 2012. Une question peut-être qui fâche, docteur Georges Michel. Vous avez eu une collaboration, si je peux le dire ainsi. Vous avez, à un certain moment donné, vous avez collaboré avec l'ancien président Joseph Martelly. Mais je vois que cette collaboration a été très courte. La collaboration a été de courte durée. Il m'a révoqué après 8 jours comme secrétaire d'État à la Défense parce que j'étais trop brillant. Martelly n'aime pas les hommes forts comme Daniel Supplice, comme moi-même, comme Franck Etienne, comme George Covington. Il nous aime, mais il nous aime de loin. Mais ceux qui l'aiment de près, ce sont les médiocres. Et sa présidence est là pour l'illustrer. C'était un homme populaire dont moi, votre serviteur, en 1998, j'avais annoncé la présidence. Déjà. Mais je pensais qu'il se contenterait d'être président et qu'il laisserait les gens sérieux gouverner, l'aider à gouverner. Ça n'a pas été le cas. Parce qu'à chaque fois qu'on donne un conseil à Martelly a toujours tendance à suivre le mauvais conseil sur le bon conseil. Pour une raison bien simple, parce que le mauvais conseil est toujours plus facile à suivre que le bon. Donc il prend ce qui est plus facile pour lui. Et tout vous, M. Do, c'est un monsieur qui lit de bon cœur à toutes ces bourdes, à toutes ces bêtises, même les plus grosses. Il n'est pas contrariant, il a une bonne humeur. Mais j'ai dû divorcer politiquement avec le président Martelly quand les amendements frauduleux ont été mis en vigueur en juin 2012. Okay. Il ne pouvait plus y avoir de collaboration, je dirais, politique entre nous. Okay. Parce que je ne suis pas en faveur de la fraude de la Constitution. Eh bien voilà, docteur Georges Michel, on a fait le tour, exactement, le temps est parti. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit, docteur Georges Michel, que vous auriez souhaité ajouter? Là, vous avez vraiment donné vos points de vue sur la question des amendements constitutionnels. Et je vois que vous, là, vous êtes totalement opposé, mais radicalement opposé à ces amendements. Dernière question, est-ce que vous avez parlé à vos collègues, je veux dire les autres constitutionnalistes? Non, je n'ai pas eu la chance de leur parler. Je vois que votre collègue Jacques Audois est aussi radical que vous. Hein. Jacques Audois, il a... Je suis allé plus profondément, Jacques-Claude. Jacques-Claude est resté au niveau du système de gouvernement du régime semi-présidentiel qui est un des acquis de 86 et un acquis qui n'est pas négociable. Il n'est pas question de retourner au pouvoir personnel comme le veut Tardieu. Et je crois qu'il faut bloquer cette entreprise parce que le député Tardieu, à tort ou à raison, est en train de nous conduire vers une nouvelle aventure. Je vous dis ceci, si les amendements Tardieu passent, ce pays sera ébranlé pour 70 ans.
Waouh, c'est fort ça, docteur Michel. Tout à fait. Rasputin avait dit ça au tsar, que si je suis assassiné, tu disparaîtras toi et toute ta famille, aucun de nous ne survivra plus de 2 ans. Il n'y aura plus de nobles en Russie, et la Russie sera ébranlée pour 70 ans. Donc nous allons être ébranlés pour 70 ans si Tardieu réussit dans sa entreprise. Je souhaite que les gens se réveillent et le bloquent. Mais ceci est une autre affaire. Après la déception que j'ai vécue avec la foule, Préval, Martelly, quand Martelly s'est mis à la tête des fraudeurs, et je suis très réservé, très circonspect. Mais je continue à travailler pour que cette affaire ne passe pas. Merci, docteur Georges Michel, ça a été un plaisir. Vraiment, on a fait le tour, on a dit beaucoup, on a appris beaucoup de choses. Et vous n'avez rien de, peut-être un dernier mot? Non, je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir continuer dans cette ligne. Si vous avez besoin de moi pour d'autres interviews, d'autres interventions dans le même sens, quand le danger se précisera, je demeure à votre disposition. Merci.